Après plusieurs décennies, elle brise le silence. Depuis novembre 2021, avec le soutien de Daniel Palmyre et Shehnaz Patel, Angélique de la Hogue a publié son recueil « Avec l'orage qui m'accompagne ». Il y a un peu plus d'un an, donc en août, juillet-août l'année dernière, je me suis retrouvée en transition professionnelle. Et c'est vrai que pendant des années, donc pendant 13 ans, j'ai parlé, je suis intervenue au nom de l'association TIPA, que j'ai fondée donc en 2008. Et si vous voulez, TIPA a été mon porte-voix pour toutes les questions en fait, de revendication, de la protection de l'enfance, droits de l'enfant, etc. Et quand je me suis retrouvée en transition professionnelle avec le contrat, avec TIPA qui s'est arrêté, j'avais vraiment un questionnement en fait, ok, j'ai des choses à dire, mais j'ai des choses à dire au nom de qui? Et si c'était en mon nom, ce serait quoi en fait? Donc j'ai participé donc, à des sessions de coaching avec Daniel Palmyre pour m'aider à y voir un peu plus clair. Et est arrivée vraiment à cette question de publier en fait les textes que j'ai écrits il y a une dizaine d'années et qui traitent de la résilience en fait après une expérience de viol que j'avais vécue quand j'étais enfant. Le mot est dit. Elle l'a vécu à l'âge de 7 ans. Depuis 2011, elle juxtapose mots, vers, traits, afin d'exorciser ou dépasser ce traumatisme que l'on ne souhaite à aucun enfant. De quoi parle ce livre et comment avez-vous porté au fil de votre vie les séquelles de cette agression? Donc déjà, ce livre parle de résilience, c'est vraiment un partage. Donc c'est partager donc mon histoire, donc à partir d'une expérience de viol quand j'étais enfant, quand j'avais 7 ans. Et donc, bon, à ce moment-là, voilà, il y a eu cette transgression, ce trauma. Et puis, il y a eu comme, avec le recul, je vois ça maintenant, bien sûr, hein, mais comme si que j'avais un peu déserté mon corps, en fait. Comme si que c'était un lieu qui n'était plus du tout safe, où je m'étais réfugiée dans ma tête, à vraiment être plus dans l'académique, à être plus dans les idées, dans la pensée, et ne plus vivre vraiment en contact avec le ressenti du corps. Et depuis une dizaine d'années, j'ai vraiment cherché à refaire le chemin inverse, c'est-à-dire de quitter un peu la tête, la réflexion, et retourner à des sensations, à des expériences sensorielles, enfin, du corps. Donc ça parle vraiment voilà, du viol ou d'un traumatisme, et ça parle de toute l'expérience de retourner à soi en fait. C'est une expérience extrêmement traumatisante, c'est une expérience qui est horrible, c'est une expérience qui est vécue par beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants d'ailleurs, filles et garçons. Et comment est-ce que je pourrais en faire quelque chose qu'on pourrait dire, enfin en tout cas la tentative c'est d'en faire quelque chose de beau. Bien sûr c'est subjectif, hein, chacun apprécie ou pas, mais c'était vraiment, voilà, comment proposer quelque chose à la société qui pourrait vraiment aider à aborder le sujet. Et donc il y avait des textes que j'ai écrits il y a une dizaine d'années, et puis il y a d'autres textes qui sont arrivés dans la démarche en fait. Et les dessins sont arrivés bien après. Les dessins sont arrivés pendant cette année, donc le confinement de cette année, au mois de mars-avril. Donc la démarche, ça a été à partir du moment où j'ai pris la décision de publier, ça a été, ok, publier c'est quelque chose, mais j'ai envie que ce soit quelque chose qui soit présentable, quelque chose qui soit potentiellement beau.
Et aussi, comme c'est un sujet extrêmement sensible et extrêmement dur, j'avais pas envie que le lecteur en fait s'en prenne plein la figure en fait, qu'il y ait des choses qui soient dites de façon forte, mais aussi qui soient voilà, pas violents en fait. Et c'est là que j'ai souhaité rencontrer Shehnaz Patel. Et donc Shehnaz m'a vraiment aidé à construire, en fait, à réorganiser les textes pour qu'il y ait un fil conducteur et pour que ça fasse vraiment un recueil avec un fil rouge en fait, qui aboutisse donc avec un début et une fin. Au creux de moi, blotti, demeurant au coin le plus sombre, surtout ne pas faire de bruit, n'être plus qu'une ombre. Dans une terrible lâcheté, je t'ai longtemps ignoré. De ton oubli sacrifice, je me suis rendue complice. Tu ne voulais rien déranger, surtout garder le silence. Bouche cousue, langue scellée, redoutant la sentence. Faire comme s'il n'avait rien fait. Jouer la normalité, imiter mon entourage, ignorer en moi le carnage. La loi du silence s'impose quand il est question d'horreur. À chacun ses ecchymoses, à chacun sa douleur. Mais les secrets poisons un jour implosent. Le venin, rejeté pour éviter l'overdose. Ça bouillonne, ça déborde dans tous les sens. Les langues se délient, les mots tensent. Parler, dénoncer à tout prix, refuser désormais que les prédateurs bénéficient d'une éternelle impunité. Viens, petit ange, prends ma main, je vais te conduire en luxure, je te protégerai de cet être malsain, il ne t'entachera plus de sa souillure. Et si quand même il se présente, il n'aura qu'à bien se tenir. Je n'ai plus 7 ans, j'en ai 30. Je me tiens campée, prête à rugir. Désormais, les rôles vont s'inverser. Il le faut, j'irai l'affronter. Je renverrai la bête honteuse dans son antre, car j'ai une force vivace dans le ventre. Une question qui m'a vraiment habitée, c'est est-ce que je publie, est-ce que c'est un sujet extrêmement intime, c'est un sujet qui est encore très tabou, et pourquoi le faire sortir de ce cercle? Je crois qu'il y a plusieurs choses derrière ça. La première, c'est, vous vous doutez bien, dans le cas d'un viol d'un enfant, il y a vraiment une injonction du silence. Il y a vraiment, dans mon cas, c'était avec des menaces. Tu n'as pas le droit d'en parler, et si tu en parles, tu iras en enfer. Et vraiment avec une chape de plomb en fait sur la parole. Donc ça a été vraiment une démarche de ok, en fait non, je peux en parler. Je peux en parler à mes proches, je peux en parler à des psychologues en thérapie, mais je peux en parler à qui d'autre. Et en fait c'était vraiment un peu de désamorcer en fait cette espèce d'interdiction du silence. Il y a eu ça, et puis c'est lié en fait cette démarche à un peu, si je peux dire ça comme ça, à reprendre le pouvoir. Donc c'est une situation qui vous rend complètement impuissant, et dans un état, dans mon cas c'était vraiment dans un état de sidération et de sorte de espèce de disjoncteur qui saute, on va dire, au niveau du cerveau, et puis on est en mode survie. Mais c'est vraiment reprendre le pouvoir de qu'est-ce que je peux décider de faire en fait. Et en fait on a 4 pouvoirs, c'est pas énorme, donc c'est décider de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire, le pouvoir de nos émotions, comment on gère nos émotions, qu'est-ce qu'on peut en faire, et puis le pouvoir de penser. Donc et j'avais envie de reprendre en fait ce pouvoir de parler et d'en parler à un public plus large. Est-ce
que vous avez quelque chose à me dire sur le pouvoir de l'écrit, le pouvoir du dessin, le pouvoir d'extérioriser quelque chose qui peut-être à un moment donné, lorsqu'il arrive, on n'est peut-être pas équipé pour tout comprendre. On accumule et il faut le gérer. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est quoi le pouvoir de la parole et des mots et des écrits pour dépasser ce cap en fait? Ce qu'il faut dire en fait, c'est que donc à la base, quand j'écris les textes, donc je suis à un moment, je suis en dépression, donc il y a une dizaine d'années, et c'est un moment où, si vous voulez, tous les souvenirs refont surface et où je suis aussi challenge en fait dans mon rôle de mère. Donc j'ai des jeunes enfants à ce moment-là et donc je décide de prendre vraiment le sujet, de prendre soin de moi parce que mes enfants ont besoin de moi. Je commence une thérapie et dans cette démarche thérapeutique, je me mets à écrire. Mais ce n'était pas une consigne en fait, hein, c'est vraiment une initiative assez intuitive. Et je me rends compte que quand j'écris, ça met de l'ordre dans mes pensées. Et je comprends des choses différentes que juste à être envahie par plein de pensées, par plein d'émotions. Donc quand j'écris, je pose en fait sur papier des choses et ça commence je commence à mettre de l'ordre en fait. Et la forme d'écriture à ce moment-là surtout, c'est une forme avec des rimes, avec des strophes, alors que voilà, j'étais pas forcément portée vers la poésie, j'ai pas fait d'études littéraires, enfin, mais c'est quelque chose d'intuitif qui est arrivé dedans, dans cette forme-là, et je pense que c'était une façon d'ordonner les choses. Donc, quand on pose des rimes, des strophes, des paragraphes comme ça mettait de l'ordre, ça m'aidait à penser. Et du coup, ça structurait ma pensée, donc écrire m'a aidé à penser, et puis écrire, maintenant en fait, publier m'aide à parler aussi. Et le fait d'écrire, donc c'était à la main essentiellement, et je me rends compte que j'écrivais beaucoup, où il y avait des mots qui venaient, qui s'ordonnaient comme ça en phrases, en strophes, et parfois je me retrouvais à écrire la même chose en plusieurs fois, comme si il y avait un process en fait. Et ce que je peux dire de ça aujourd'hui, c'est comme une mémoire du corps qu'on réimprègne avec une autre expérience. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui peuvent vraiment évoquer la question que le corps a une mémoire, les cellules ont une mémoire, que les cellules peuvent d'ailleurs, la mémoire cellulaire peuvent d'ailleurs être transférées, transmises sur des générations suivantes. Donc j'ai l'impression, avec le recul aujourd'hui bien sûr, que le fait d'avoir écrit, donc formé les lettres, c'était comme une autre mémoire du corps en fait qui s'est installée. Les dessins sont arrivés bien après, les dessins sont arrivés il y a quelques mois, et c'était une façon en fait d'entrer avec une autre perspective dans les textes. Ce ne sont pas forcément des illustrations de texte, les dessins ne disent pas exactement ce qu'on va trouver dans le texte. Les dessins disent une autre perspective du texte. Et du coup, j'ai commencé à dessiner, pareil, de façon assez intuitive, spontanée, avec le stylo, donc avec le même instrument, le même outil d'écriture en fait. Donc, mais certainement l'écriture m'a complètement structuré ma pensée et m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et à processer beaucoup de choses. Ayant justement articulé, pouvoir le mettre dans un livre, aujourd'hui, est-ce que ça donne un peu le sentiment que l'on s'est soi-même octroyé une certaine justice, un certain équilibre? Je ne réponds pas le mot justice parce que pour tout ce qui concerne la justice, j'ai fait la démarche en fait de faire une déposition à la police. Il y a eu un procès qui a commencé il y a 10 ans d'ailleurs et ça a pris 6 ans de procédure. Après, la justice est ce qu'elle est, il faut pouvoir prouver, etc. Donc moi je me suis vraiment référée à l'arbitrage des autorités judiciaires et donc ça n'a pas abouti à une condamnation. C'était pas du tout, ma démarche n'était pas du tout de chercher à faire justice, c'était pas ça, c'était vraiment
mais qu'est-ce que... Voilà, il y a quelque chose qui m'est arrivé de moche, d'horrible, et malheureusement ça arrive à beaucoup de femmes, et des hommes ça leur est arrivé quand ils étaient enfants. Mais qu'est-ce que je peux en faire? D'où la démarche artistique en fait, hein, c'est vraiment de chercher à transformer un matériau qui est brut et qui est moche, mais d'essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus beau de ce qu'il est. Et je pense que c'est vraiment cette expérience de transformation de ce trauma, de cette expérience-là qui me fait du bien. Donc c'est se faire du bien en fait. Finalement, c'est une preuve tangible que vous avez passé un cap. Au moins, vous avez tourné la page. J'ai entendu à plusieurs reprises « Ah oui, bon, maintenant tu peux tourner la page ». Et alors, ça dépend ce qu'on entend par tourner la page. Si c'est clore un chapitre et puis on n'en parle plus, ça c'est clair que ce n'est pas le cas. Mais par contre, dépasser passer un cap, oui certainement, parce que je pense que c'est un sujet qui reste extrêmement tabou. Et c'est un sujet qui touche extrêmement de personnes. Et pour moi, c'était important aussi d'apporter ma petite contribution, même si ça ne va pas forcément être quelque chose d'énorme, mais en tout cas, une contribution de faire bouger un peu le statu quo, parce que pour moi, le statu quo est insupportable, en fait, sur ce sujet. Donc, voilà, de créer des conversations autour de la question des agressions sexuelles, de créer des occasions d'en parler, et bien sûr dans une idée non seulement de pouvoir accompagner les victimes, pouvoir interpeller l'opinion des gens aussi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que parce que ça arrive à beaucoup de personnes, est-ce que c'est banal? Et aussi vraiment de pouvoir travailler sur des questions de protection, parce que ça reste un sujet qui me tient à cœur en fait. Comment mieux protéger nos enfants? Alors le titre, bien sûr, on ne peut plus être évocateur que ça, avec l'orage qui m'accompagne. Est-ce que l'orage vous accompagne toujours ou l'orage est passé? Ça me fait penser à la chanson, ouais. L'orage est passé, maintenant je n'ai plus peur, de Maître Gibbs. Mais en fait, c'est vrai que l'orage évoque quelque chose qui gronde, qui peut faire peur, qui fait du bruit et qui sombre. Mais ce que j'ai envie aussi de mettre comme image, en fait, derrière l'orage, c'est aussi toutes ces voix qui commencent à s'élever, en fait. Toutes ces voix qui commencent à se dire « non, on n'est pas d'accord, non, c'est pas normal, non, c'est quelque chose qu'on a envie d'adresser, c'est quelque chose qu'on a envie de faire avancer, la question de la protection de l'enfance, la question des agressions, des violences sur les femmes, sur les enfants. » Et pour moi, l'orage, c'est aussi un peu toutes ces voix mis côte à côte qui enflent en fait et qui commencent à faire un peu de bruit. Et j'ai bien envie que ça prenne cette forme d'orage-là qui m'accompagne. À qui s'adresse-t-il ce livre? Ça me fait penser à une conversation en fait que j'ai eue avec Daniel Palmyre et avec Shenaz Patel. Et ce qui m'a intéressée dans cette conversation-là, c'est que c'est le livre qui va trouver son public en fait. Donc, du coup, je ne me suis pas trop préoccupée de à qui s'adresse ce livre. Je pense qu'il s'adresse aux personnes qui ont envie de se laisser interpeller ou qui sont sensibles en premier directement ou indirectement à la question des violences sexuelles, mais je pense aussi à toutes les personnes en fait, et ça c'est assez universel, qui expérimentent des événements, des expériences difficiles dans la vie et qui se reconstruisent. Et je pense que du coup, il s'agit de pratiquement nous tous en fait, hein, que ce soit un deuil, que ce soit une maladie, que ce soit un traumatisme,
La résilience, c'est vraiment un sujet universel. Donc, et les retours que j'ai pu avoir déjà sont des personnes en majorité concernées par la question des agressions sexuelles, mais pour beaucoup d'autres qui sont juste touchés par la démarche en fait. Un avis, un conseil peut-être à partager aux victimes de violences sexuelles qui vivent le traumatisme dans le silence, dans l'imposition, des tabous, qui peut-être ne pourront jamais dire à haute voix ce qui est. Alors bien sûr, d'en parler, ça comporte des risques en fait. Ça comporte le risque que la personne en face ne nous croit pas. Ça comporte le risque qu'on banalise ce qu'on dit. Ça comporte le risque qu'on cherche à nous faire taire. Donc bien sûr, c'est à chacun de prendre une décision en fait qui lui est propre. Mais quand on parle, on se donne aussi l'opportunité d'être entendu. On se donne aussi l'opportunité d'être aidé, d'être soutenu. Et d'ailleurs, dans mon recueil, je cite Boris Cyrulnik, qui a travaillé sur la résilience, qui est un psychologue qui a travaillé des années sur la résilience, et qui dit en fait que parler, c'est s'exposer, et se taire, c'est s'isoler. Donc en fait, de toutes les façons, ça demande du courage, en fait. De toutes les façons, ça demande de choisir entre deux risques. Se taire et s'isoler, ou parler et prendre le risque de s'exposer. Donc, je n'ai pas de conseils à donner. Chacune a son histoire propre et bien sûr, c'est important de respecter le rythme de chacun. Mais ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas regretté à aucun moment, en fait, ma démarche. Donc, tipa. Témoignage de résilience, refus de se taire, l'horreur et la libération de soi, mise en mots et en dessin. Avec L'orage qui m'accompagne, publié à tirage limité, a déjà passé le cap des 500 exemplaires vendus. Le livre reste disponible en vente directe ou dans certains points de vente choisis. Vous pouvez contacter l'auteur pour toute commande. Voici les détails nécessaires.